le seul homme de la table, à part moi me semble-t-il, Kim Jong-hyuk, dont je vous présente ce soir la bibliothèque des instruments de musique, qui est un auteur qui a fait des études littéraires dans une université qui s'appelle Kim Young et qui présente la particularité d'être un artiste multifacette, puisqu'il est tout autant web designer, il est chroniqueur dans un magazine de cinéma, il est journaliste dans un magazine culinaire et de voyage, il est illustrateur, vous pouvez consulter son site, il est absolument magnifique, et il a débuté avec un roman qui s'appelle Penguin News. Et aujourd'hui, c'est le premier roman. Il a une autre nouvelle qui est publiée dans Si j'étais un maquereau, qui est publié chez Cartouche. Et là, il nous vient en France avec ce recueil de microfiction qui s'appelle La bibliothèque des instruments de musique. Pour présenter rapidement son univers littéraire, je dirais qu'avec les textes qui nous sont proposés ici, il y a constamment à la clé une remise en condition, une remise en cause de toutes les normes qui sont imposées aux individus dans une société coréenne que Kim Jong-hyuk estime par lui-même un peu trop corsetée, un peu trop susceptible de s'orienter vers la rentabilité, vers la performance, dans un monde qui devient de plus en plus utilitariste, eh bien il propose, il milite pour que chaque individu, tout en acceptant la condition qui lui est faite, ce qui est un peu paradoxal, arrive aussi à trouver sa propre voie, son propre chemin, par le fait qu'il va recomposer sans arrêt les normes qui lui sont imposées par la société. Alors je voudrais faire tout d'abord la lecture en coréen. 아무것도 아닌 채로 죽는다는 건 억울하다. 자동차에 부딪혀 몸이 허공으로 치솟던 순간 머릿속에 그 문장이 떠올랐다. 주위의 풍경들이 한순간에 이지러졌고 소리들은 모두 사라져버렸다. 완벽한 단절이었다. 아무것도 보이지 않았고 들리지 않았고 생각나지도 않았다. 커다란 캡슐 속으로 머리부터 천천히 빨려 들어가는 느낌이었다. 아무것도 아닌 채로 죽는다는 건 억울하다. 라는 문장이 두꺼운 헬멧처럼 내 머리를 감쌌다. 쿵 하는 소리를 내며 바닥에 떨어졌을 때 나는 정신을 잃었다. 죽지 않았던 것은 그 문장 덕분이었다. 그 누구도 믿어주지 않았지만 정말 그 문장이 헬멧처럼 내 머리를 감싼 덕분에 나는 살아날 수 있었다. 때로는 생각의 힘이 몸에다 두꺼운 갑옷을 씌울 수도 있다는 것을, 죽지 않으려고 애쓰면 죽지 않을 수 있다는 사실을 그때 처음 알게 됐다. 히말라야 산맥의 전설 속 서린처럼 나는 온몸에다 하얀색 석고붕대를 두르고 병원에 누워서 온종일 그 문장을 생각했다. 어쩌다 자동차에 부딪히게 되었는지, 어느 정도나 허공으로 치솟았는지는 전혀 기억나지 않았지만 그 문장만큼은 또렷하게 떠올랐다. 눈을 감으면 그 문장으로 가득 채워진 하얀 벽이 나타났다. 눈을 뜨면 벽은 사라지고 머릿속에서 그 문장이 물고기처럼 퍼덕였다. 나는 언제나 그 문장과 함께 살아있었다. 잠들기 전에는 그 문장을 주문처럼 외웠다. 그렇게 하면 죽지 않을 것 같았다. 나는 눈을 뜰 때마다 살아있었다. 그때만 해도 나의 여자친구였던 애는 병상 옆에서 계속 음악을 틀어댔다. 머릿속에서 퍼덕대는 그 문장 얘기를 하면 여자친구는 아무래도 머리에 좀 충격이 있었나 봐 라며 농담을 했다. 그러곤 볼륨을 높였다. 소나타, 콘체르토, 심포니, 다시 소나타로 이어지는 강행군이었다. 누구의 곡인지 누구의 연주인지도 모른 채 하루 24시간 음악을 들었다. 뼈가 붙는데 음악만큼 좋은 게 없다니까 라고 그녀가 말했지만 가끔씩은 뼈가 붙는다기보다 살이 우그러드는 듯한 느낌이었다. 그래도 내가 살아있다는 느낌은 확실히 들었다. 이번 시를 떠돌아다니던 음표들이 내 뼈처럼 느껴졌다. 입원한 지 석 달이 지난 후에야 나는 겨우 걸어다닐 수 있게 됐다. 왼쪽 정강이 뼈가 활처럼 휘었지만 걷는 데에는 아무런 지장이 없었다.
걸을 수 있게 되자마자 나는 사고가 났던 곳으로 갔다. 아무것도 잃어버린 게 없고 확인할 것도 없었지만 꼭 가봐야 할 것 같았다. 마치 바닥에 그 문장이 떨어져 있기라도 한 것처럼 나는 사고가 났던 곳 주변을 샅샅이 훑어보았다. 물론 거기에는 아무런 흔적도 없었다. 하다못해 유리 파편 하나도 보이질 않았다. 지금 생각해보면 그건 일종의 의식 같은 게 아니었나 싶다. 내가 소멸해버릴 뻔한 곳으로 가서 내가 아직까지 살아있다는 것을 그 장소에 보여주고 싶었던 모양이다. La traduction. C'est injuste de mourir anonyme. Alors que mon corps était projeté dans les airs, cette phrase m'est soudain venue à l'esprit. Sous le choc de la collision, les paysages autour de moi se sont tassés, puis un grand silence s'est fait entendre. Une rupture totale. Je ne voyais plus rien. Je n'entendais plus rien. J'étais devenu incapable de penser. Comme si j'étais lentement aspiré dans un trou noir, la tête la première. C'est injuste de mourir anonyme. Cette phrase a protégé ma tête tel un casque de plomb. En m'écrasant au sol dans un grand boom, j'ai perdu connaissance. Cette phrase m'a sauvé la vie. Personne ne me croit. Pourtant, j'ai survécu grâce à cette pensée. À ce moment précis, j'ai réalisé pour la première fois que la force de l'esprit pouvait envelopper le corps d'une cuirasse suffisamment forte pour résister à la mort. Allongé sur mon lit d'hôpital, entièrement couvert de plâtre tel l'abominable homme des neiges, je ressassais cette phrase à longueur de journée. Je ne me rappelais ni comment la voiture m'avait percuté, ni à quelle hauteur mon corps avait été projeté. Mais je me souvenais parfaitement de cette phrase. Quand je fermais les yeux, je la voyais écrite à l'infini sur un mur blanc. Quand je les rouvrais, le mur disparaissait, mais la phrase était toujours là. Elle frétillait dans ma tête comme un poisson dans un bocal. Je vivais avec cette phrase. Je vivais avec cette pensée. Chaque soir, avant de m'endormir, je la répétais telle une formule magique. J'avais l'impression que cette phrase pouvait me sauver des dangers de la nuit. Le lendemain matin, j'étais encore vivant. Anne, ma petite amie de l'époque, mettait sans cesse de la musique dans ma chambre d'hôpital. Je lui ai parlé de cette phrase qui s'agitait dans ma tête. Elle s'est moquée de moi, sans doute à cause du choc que tu as reçu à la tête. Puis elle montait le volume. Je ne pouvais échapper à ce défilé de sonates, concertos et symphonies. 24 heures sur 24, j'entendais ces musiques dont je ne connaissais ni les compositeurs ni les musiciens. Anne disait « La musique est le meilleur remède pour soigner les os brisés. » Pourtant, il me semblait que la musique meurtrissait davantage ma chair qu'elle ne soignait mes os. Au moins, j'avais la certitude d'être en vie. Les notes qui flottaient dans ma chambre d'hôpital étaient comme des os échappés de mon squelette. 3 mois après mon hospitalisation, je tenais à peine debout. Mon tibia gauche était aussi courbé qu'un arc, mais cela n'empêchait pas de marcher. Je suis retourné sur le lieu de l'accident. Je n'avais rien perdu, je n'avais rien à vérifier, mais pour moi c'était un devoir. J'ai attentivement observé autour de moi comme si la phrase pouvait être restée au sol. Bien sûr, il n'y avait plus la moindre trace d'accident, plus le moindre débris de verre. Aujourd'hui, quand j'y repense, je me demande s'il ne s'agissait pas d'une sorte de rite. Je voulais sans doute prouver que j'étais encore vivant à l'endroit même où j'avais failli disparaître à jamais. Cet accident a marqué le début de nombreux changements. Tout d'abord, j'ai quitté mon travail. J'ai parlé de cette phrase à mon chef, mais il ne voulait pas que je démissionne. « Arrête de dire des âneries, repose-toi aussi longtemps que tu le souhaites et reviens travailler.
Si tu veux parler d'injustice, j'ai bien plus à dire que toi. Il ne semblait pas me plaindre. Il m'a demandé quels étaient mes projets, mais je n'en avais pas. J'ai donné ma lettre de démission et j'ai commencé à boire. Mes plaies n'étaient pas tout à fait cicatrisées et l'alcool ne contribuait en rien à mon rétablissement. Mais l'ivresse m'aidait à trouver le sommeil. Pour ne pas mourir anonyme, je devais agir, mais j'ignorais par où commencer. J'ai acheté 3 cartons de vin blanc, premier prix, dans un centre commercial. J'en buvais une bouteille par jour. Le goût aigre des premières gorgées m'a fait regretter de ne pas avoir orienté mon choix vers un vin plus cher. Mais avec le temps, je m'y suis habitué. Chaque soir, lorsque la bouteille était presque vide, je devenais écarlate et le sommeil m'envahissait. Pour rassurer ma petite amie, je lui expliquais que c'était juste pour me réchauffer et qu'elle ne devait pas s'inquiéter. En réalité, c'était le premier symptôme de l'alcoolisme. Je n'étais pas dupe. L'alcool libérait mon corps de cette phrase. Il effaçait ma peur de ne pas me réveiller le lendemain. Cette seule raison suffisait à justifier mon penchant pour l'alcool. Kim Jong-il, vos personnages ne veulent pas mourir anonymes, mais il faut bien reconnaître qu'ils sont le plus souvent marginaux, décalés, régulièrement hors piste. Vous dites dans le même temps que vous préférez ceux qui acceptent leurs conditions plutôt que ceux qui s'y opposent. Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction? 얼마 전에 프랑스에서 그 기자분들이 오셔가지고 인터뷰를 한 적이 있었습니다. 그때 기자 한 분이 저한테 그 엇박자 D라는 작품, 이 책에 실린 엇박자 D라는 작품을 보고 읽고 그 허먼 멜빌의 필경사 바틀비라는 작품과 좀 비슷하다는 얘기를 하셨는데요. 처음에는 그 허먼 멜빌의 그 작품을 워낙 좋아했기 때문에 굉장한 영광이라고 생각을 했었는데 왜 비슷한지 몰랐었습니다. 근데 생각을 해보니까 아마 그 바틀비 그리고 엇박자 D 나오는 주인공이 비슷한 면이 있는 것 같은데 어떤 면이냐면 사회에 약간 소외되어 있지만 그 소외된 현실을 그냥 받아들이면서 그 오히려 사회 비판을 하는 그런 식의 삶을 살아가고 있는 게 아닌가라는 생각을 했었습니다. 그래서 제가 그리는 인물들은 소설 속의 인물들은 현실 속에서 약간 벗어나 있지만 그 현실을 벗어나 있는 걸로 현실을 비판하는 그런 그 삶의 태도를 취하고 있고요. 바틀비가 나는 그것을 하지 않는 것을 선택하겠습니다라고 말하는 것 같은 그런 삶의 형식을 엇박자 뒤에 나오는 주인공도 그렇게 생각을 하고 있고요. 앞으로 제가 그리는 작품들의 주인공도 아마 이렇게 약간씩 어긋나 있고 조금씩 벗어나 있는 주변 사람들을 아마 그리지 않을까라는 생각이 듭니다. Il y a peu de temps, j'avais eu l'occasion d'être interviewé par les journalistes français. Et l'un d'entre eux a comparé ma nouvelle intitulée Le Décalé à celle de Scribe Bartleby d'Herman Melville. Mais c'est un grand honneur parce que j'aime beaucoup ce livre, mais en même temps j'étais bien embarrassée mais parce que je ne voyais pas la ressemblance entre ces deux œuvres. Mais un moment plus tard, j'ai enfin trouvé le point commun entre ces deux personnages. Ils ont en commun d'être amoureux d'eux-mêmes qui ne veulent pas accepter la réalité. Alors lorsque Bartleby dit résolument « je préférerais ne plus rien faire », à ce moment-là, je ressens sa force. Un certain critique dit de Bartleby qu'il est le portrait d'un contemporain faible, mais je ne partage pas cette opinion. Alors je pense que Bartleby s'exprime en décidant de ne rien faire. Mais moi, j'ai une préférence pour les gens qui vivent en décalé, en marginaux, tout en embarrassant la réalité. Et donc, mes personnages présents et à venir seront toujours décalés, marginaux et un peu hors piste.
Dans plusieurs des nouvelles, ces mêmes personnages sont confrontés à des situations dans lesquelles leur responsabilité n'est pas engagée. Il leur arrive plein de choses, mais ils ne sont jamais responsables. Je voudrais vous demander si vous considérez que la société coréenne actuelle offre peu de facilité pour contrôler son propre destin. 책임, 뭐 운명 이런 말은 그 한국 사회에서뿐 아니라 소설에서 되게 중요한 단어인 것 같은데요. 소설가는 그 주인공을 만들고 주인공에게 사건을 부여하고 그 주인공이 그 사건의 책임을 지게 만듭니다. 그리고 그 책임은 소설 속 주인공의 운명이 되는 건데요. 저는 그 소설 속 주인공들이 자신들의 책임이 뭔지 알고 그 책임을 통해서 운명을 개척해 나가는 사람이길 바랍니다. 그래서 그런 그 책임과 운명이라는 말을 늘 소설을 쓸 때 생각을 많이 하게 되는 것 같고요. 그리고 한국 사회는 지금 책임이라는 말이 되게 중요한 때가 아닌가 싶은데 그런 책임을 좀 내가 지어야 할 책임이 어떤 책임인지 잘 아는 그런 삶이 중요하다는 생각을 하고 있고 그렇기 때문에 소설을 쓸 때 저는 가장 중요하게 생각하는 게 소설 속 주인공들이 자신이 책임을 어떻게 잘 져 나가는가가 중요하다고 생각을 하고요. 그런 소설을 써왔고 앞으로도 그런 소설을 써 나갈 생각입니다. Je trouve que les mots de responsabilité ou de destin sont très importants, pas seulement dans la société coréenne, mais aussi dans le roman aussi. Le romancier crée des personnages et leur attribue une histoire. Le romancier doit prendre la responsabilité de ses histoires et qu'il l'impute totalement aux personnages. C'est justement à l'intérieur de ce processus, le romancier confère un destin aux personnages de ses romans. Responsabilité et destin sont le double regard que le romancier jette sur le monde. Et s'agissant de mes romans, je force les personnages à se choisir un destin, à prendre certaines responsabilités. Mais pourtant, j'espère qu'ils ne prendront pas cela comme étant fatalement leur destin. Et puis, actuellement, dans la société coréenne particulièrement, la responsabilité est plus importante que le destin. Et le plus important, à mon avis, est de résoudre le problème de la responsabilité. Alors, il me semble que les personnages de mes nouvelles sont suffisamment conscients de leurs responsabilités. Vous avez déclaré un jour que votre ambition d'écrivain consistait à consoler les autres. Je voudrais savoir si vous pensez que la littérature a ce nouveau rôle à jouer. 제가 그랬나요? 누군가를 위로한다는 것은 불가능한 일인 것 같고요. 문학이 누군가를 위로하라고 생긴 것도 아닌 것 같습니다. 그냥 저는 그 텍스트를 쓰고 소설을 쓰고 이야기를 만들 뿐이고 그걸 온몸을 다해서 쓰면 누군가가 그 텍스트를 읽고 위로를 받는다면 저한테는 되게 행복한 일일 것 같고요. 그럴 것 같고 저는 문학은 누군가를 위로하는 게 아니고 위로할 수 있는 마음을 함께 배우고 공유하는 그런 게 아닌가 싶습니다. 그래서 앞으로도 누군가와 함께 서로에게 위로하고 위로받을 수 있는 그런 마음을 배울 수 있는 문학을 계속 하고 싶습니다. À mon avis, le consoler les autres n'est pas possible. Être consolé par les autres est possible, évidemment, mais tandis que le consoler les autres n'est pas possible. Alors tout simplement, je verse mes forces dans le texte. Et si jamais quelqu'un était consolé par ce texte, j'en serais très content. Mais ce texte échoué à consoler, il ne faudrait pas dire pour autant que ce texte serait inutile. Et je pense que le rôle de la littérature n'est pas de consoler, mais de toucher le cœur et l'esprit de celui qui a besoin d'être consolé.
J'ai cette idée depuis toujours et je la garderai pour toujours. 김준혁, 감사합니다. 네, 감사합니다. Si, si une amie était là,